Bonjour tout le monde, Karine Prudhomme, conseillère pédagogique chez Formation Corpus. Le thème du balado d'aujourd'hui, c'est les différentes formes juridiques. Dans la première partie, on va présenter les entreprises d'économie sociale, plus particulièrement les organismes à but non lucratif et les coopératives. J'ai avec moi deux invités pour aborder le thème de la première partie, soit Louise Audert du pôle régional d'économie sociale et Nada Elkouzi de la Coopérative de développement régional du Québec. Alors, bonjour mesdames. Bonjour. Bonjour Karine. Ma première question serait d'abord de vous présenter chacune à tour de rôle, présenter vos organisations, les services que vous offrez en 2 minutes environ. Alors, on pourrait commencer avec Nada. Merci. Alors, Nada Elkouzi, je suis directrice régionale pour le bureau de Montréal-Laval à la Coopérative de développement régional du Québec. Alors, je travaille en développement coopératif depuis une vingtaine d'années et l'autre organisation, la CDRQ, par son petit nom. Qu'est-ce que c'est? C'est une organisation pan-québécoise dont le bureau montréalais et lavallois fait partie de l'écosystème entrepreneurial depuis plus de 35 ans. Notre mission, c'est vraiment d'accompagner les entrepreneurs qui souhaitent se lancer en affaires, mais dans un modèle d'entrepreneuriat collectif, en particulier sous la forme coopérative. Pour ce qui est de nos services, c'est essentiellement de l'accompagnement de façon personnalisée. Donc, on va vraiment accompagner par groupe les entrepreneurs dans toutes les étapes de démarrage de leur entreprise. Alors, ça va de l'idée du projet jusqu'à valider leur modèle d'affaires, les étapes de constitution légale, l'élaboration des règlements internes, la formation, etc. La CDRQ, c'est aussi un réseau de coopératives. Alors, on a près de 700 coopératives à travers le Québec. Donc, nos services ne se limitent pas seulement au démarrage de nouvelles entreprises coopératives, mais aussi s'adressent à des coopératives existantes pour répondre à leurs besoins en développement, en croissance. On pourrait, par exemple, accompagner une coopérative dans son processus de réflexion stratégique, puis plus récemment dans sa transition numérique. Donc aussi, bien évidemment, il y a différentes organisations qui offrent des services aux entreprises d'économie sociale. Alors, on va aussi les orienter vers les ressources dont elles ont besoin. Voilà pour la petite présentation. Merci, c'est très intéressant. Alors, Louise, présente-nous l'organisation pour laquelle tu travailles. Alors, bonjour. Moi, je suis du pôle régional d'économie sociale de Laval. Le pôle d'économie sociale de Laval fait partie d'un réseau de 22 pôles au Québec. Chaque région du Québec a un pôle d'économie sociale. Et notre rôle à nous, c'est vraiment de favoriser l'émergence d'entreprises d'économie sociale et aussi la croissance d'entreprises d'économie sociale, qu'elles soient OBNL ou coopératives, puis en collaboration avec la CDRQ et aussi avec la commission scolaire de Laval. Alors, en fait, nous, notre travail, c'est vraiment d'aider les entreprises ou les entrepreneurs qui ont des idées d'entreprise à mettre de l'avant puis à réfléchir à comment on peut maximiser l'impact social de leur projet. De plus en plus de jeunes et même de moins jeunes qui partent en affaires disent, moi, je veux avoir du sens dans mon travail. Je veux que mon travail ait un impact, soit social, environnemental, culturel. Et puis notre travail à nous, c'est de les aider à partir de cette idée-là, de travailler vraiment en collectif avec d'autres personnes, créer des cohortes avec plusieurs types d'entreprises qui veulent démarrer, qui s'entraident pour le démarrage de leur projet d'entreprise. Et donc, on appelle ça des incubateurs ou des génératrices d'innovation sociale. Ce sont des parcours qu'on leur offre dans lesquels on va chercher différentes personnes de l'écosystème lavallois, comme la CDA, comme Nada ou Karine ou son équipe, pour vraiment aider l'entrepreneur à passer de l'idée à l'entreprise. Alors, c'est vraiment ça notre travail. On est financé par le ministère de l'Économie et de l'Innovation, par la Ville de Laval principalement. Puis c'est vraiment dans cette optique-là, parce qu'on voit que, puis on l'a vu dans les élections municipales récentes, qu'il y a de plus en plus de jeunes qui veulent qu'on fasse du développement économique autrement. Puis c'est à eux que l'économie sociale répond le plus. En fait, ce qui est intéressant dans l'économie sociale, c'est que ça permet d'être en affaires, de gérer une entreprise, d'avoir un bon salaire, mais aussi d'avoir un impact positif, puis de ne pas être seul dans ce travail-là. Fait que c'est vraiment ça qu'on est au service de ça pour le pôle d'économie sociale de Laval.
Bien, merci beaucoup. Alors, en ce qui concerne les formes d'entreprise, Louise, est-ce que tu pourrais nous parler de l'organisme à but non lucratif? En fait, un organisme à but non lucratif, c'est étrange parce que souvent les gens confondent ça à dire, ben on fait pas d'argent. C'est pas vrai. Un organisme, une entreprise d'économie sociale va faire des sous, elle va vendre des biens ou des services, mais elle va avoir un conseil d'administration qui est formé de bénévoles qui n'ont pas un intérêt, tu sais, qui veulent pas aller chercher une partie du profit pour mettre dans leur poche à eux, mais qui veulent faire en sorte que cet organisme-là ait le plus d'impact possible. Fait que l'OBNL, c'est une forme juridique qui a une direction générale, qui a un conseil d'administration, qui peut avoir des membres et qui, dans le fond, fait en sorte que tous les profits qui sont faits soient réinvestis dans l'organisation, dans augmenter l'impact de ce qu'on fait. Tu sais, des exemples d'entreprises d'économie sociale au BNL, je vous donne un exemple de jeunes qui sont venus vers nous, qui sont alternatives, l'épicerie zéro déchet, qui est à Laval sur la Concorde, puis qui était partie avec l'idée d'une entreprise privée à but lucratif, mais elle veut faire une entreprise zéro déchet avec les gens soient de plus en plus conscients de qu'est-ce qu'ils font par rapport à l'environnement, comment ils consomment. Fait que son objectif était beaucoup environnemental, social. Puis elle a trouvé dans la forme juridique de l'OBNL une solution, en fait, une piste qui pouvait faire en sorte qu'elle avait de l'argent qui pouvait l'aider à démarrer son projet d'entreprise. Elle a des membres qui s'investissent, qui font du bénévolat dans l'épicerie, qui s'impliquent. Et pour elle, ça prend vraiment tout son sens. Alors, c'est un peu... en fait, je voulais donner un exemple. Il y en a plein dans tous les secteurs, là, mais Nada en connaît plein aussi qui sont... C'est bon. Puis quand on parle de coopérative, Nada, à quoi on peut penser, la structure, etc.? Oui, ben en fait, une coopérative, c'est une entreprise collective. Puis quand on parle de collective, entreprise d'économie sociale, on parle vraiment de la même chose. Donc, c'est vraiment une entreprise qui regroupe des personnes, ça peut être des individus, ça peut être des organisations qui ont des besoins communs. Les besoins, ça peut être de nature économique, sociale, culturelle. Et qui, pour répondre justement à leurs besoins, vont se regrouper sous cette forme-là de coopérative, donc qui est une personne morale, pour exploiter une entreprise. Donc, une coopérative, c'est à la fois, elle a un volet associatif, donc l'assemblée, le conseil d'administration, mais aussi un volet entreprise. C'est là où est-ce que se fait toute la production de biens, de services, etc. Donc, c'est vraiment, on se regroupe, ça peut être pour se créer des emplois, nos emplois, ça peut être pour regrouper des achats, pour mutualiser des services. Alors, c'est vraiment très, très, très large les objectifs que l'on peut, ou les besoins auxquels on peut répondre et en choisissant la coopérative. Puis, il y a différents modèles de coopératives. La législation québécoise, la loi sur les coopératives permet la création de 5 modèles. Alors, on va choisir le modèle qui va répondre vraiment à nos besoins. Donc, si nos besoins, c'est de se créer de l'emploi, ben, ça va être une coopérative de travailleurs qui est gérée démocratiquement. Si c'est pour regrouper les services, ben, ça peut être une coopérative de producteurs, ainsi de suite. Donc, il y a vraiment une grande diversité de coopératives dans différents secteurs d'activité. Par exemple, à Laval, on a une coopérative qui est très connue, qui s'appelle Le Tiers-Lieu, coop de solidarité. Louise la connaît très bien. Et donc, c'est une coopérative qui regroupe des entreprises qui ont des besoins de partager des locaux, des salles de réunion, d'avoir accès à des services. Donc, c'est vraiment une coopérative qui regroupe à la fois ses clients qui utilisent ces services-là, mais aussi ses travailleurs, donc les personnes qui travaillent dans la coopérative au quotidien. Alors, c'est vraiment, on les retrouve dans plusieurs secteurs d'activité. Puis, ce qui est essentiel dans la coopérative, c'est vraiment, elles sont basées sur des valeurs et des principes qui sont universels. Donc, que les coopératives partagent où qu'elles soient sur la planète, c'est vraiment des principes qui sont universels. On parle d'ancrage dans le milieu, on parle de démocratie, on parle de participation économique dans la coopérative pour en faire partie. Donc, on investit un certain montant d'argent qui dépend d'une coopérative à l'autre. On parle de répartition équitable des excédents de la coopérative ou de réinvestissement, etc.
Puis par rapport à la différence entre la coopérative puis l'OBNL, est-ce que tu pourrais nous en parler, Nada? Oui, certainement. En fait, les deux entreprises, ce sont des entreprises démocratiques déjà. Qu'est-ce que ça veut dire? Ben, ça veut dire que la prise de décision se fait de façon démocratique selon le principe un membre est égal à un vote. Donc, c'est vraiment la majorité des voix pour la prise de décision. Une coopérative, on va la créer pour répondre aux besoins de ses membres et ça peut être aussi de sa communauté. Et ce sont ces membres qui s'impliquent réellement dans la coopérative, qui sont à la fois membres, mais aussi qui vont se retrouver sur le conseil d'administration et qui vont aussi utiliser ces services ou y travailler, etc. Un organisme à but non lucratif, on n'a pas cette condition de lien d'usage. Alors, c'est vraiment la principale différence entre les deux structures. C'est que dans un OBNL peut être créé par un groupe de bénévoles, pas pour eux nécessairement, pas pour répondre à leurs besoins, pour répondre à des besoins en général de la communauté, mais ça peut être aussi leurs besoins. Et autre différence aussi, c'est au niveau de la gouvernance. Alors, on a vraiment deux cadres légaux qui sont très différents. Donc, on a d'une part les coopératives qui sont régies par une loi qui est vraiment propre à elles, qui est la loi sur les coopératives, alors que les organismes à but non lucratif sont régis par une loi qui est la partie 3 de la loi sur les compagnies. Donc, on a essentiellement l'autre différence aussi, c'est vraiment la répartition des excédents de l'organisation. C'est-à-dire que quand une coopérative fait des excédents, des profits, si vous voulez, ben, elle a la possibilité de faire participer ses membres à ces excédents. Donc, leur distribuer une partie sous la forme de ristourne, et réinvestir aussi dans leur mission. Donc, il y a cette possibilité de participer aux excédents, puis c'est pas vraiment le partage de profit comme tel. C'est comme si les membres ont payé un peu trop pour le service ou le produit qu'ils ont obtenu de la coopérative, puis la coopérative, à la fin de l'année, quand elle fait des excédents, ben, elle va leur redonner une partie. La même chose pour une coopérative qui emploie des personnes, des membres, donc des travailleurs. Ben, c'est comme si on les a moins bien payés pendant l'année, puis à la fin, quand on fait un excédent, ben, on va rééquilibrer, on va leur redonner une partie. Comme elle peut décider, une coopérative, de tout réinvestir dans sa mission. Alors, c'est principalement les différences entre les deux structures juridiques. OK. Puis la différence entre une entreprise d'économie sociale puis une entreprise privée, là, comme un travailleur autonome ou une incorporation, c'est quoi les principales différences? Karine, je peux-tu, avant d'aller là, j'aimerais ça rajouter quelque chose par rapport à ce que Oui. Nada disait, qui était vraiment bien expliqué. Ce que je dirais, c'est que pour avoir été moi-même entrepreneur, je trouve que des fois, dans ce questionnement-là, je suis une coopérative, un OBNL, il y a comme un peu, on n'est pas trop sûr c'est quoi. Puis je trouve que le processus de prendre cette décision-là, premièrement, au début, il nous stresse un peu, mais après, on se dit, ben, même si je pars en OBNL, je peux changer en coop ou l'inverse est vrai. Puis je pense que dans le processus de réflexion, ça nous aide à dire, mais qu'est-ce que je veux vraiment faire? En fait, qu'est-ce qui est vraiment important pour nous? Qu'est-ce qu'on veut dans la coop du tiers-lieu? L'idée, c'est que tout le monde soit impliqué dans la coop, que c'est quelque chose qui appartient à tout le monde, qui sont les utilisateurs et tout, et puis même qui est une coop de solidarité, fait que même les gens du milieu peuvent soutenir la coopérative. Puis dans une OBNL, ben, en fait, l'idée, c'est que je veux rassembler des gens qui ont à cœur la mission que je cherche à accomplir, tu sais, comme en culture, par exemple, souvent, c'est des gens qui trouvent que la culture est pas assez présente dans leur communauté, ils veulent s'impliquer, ils veulent qu'il y ait une organisation qui travaille là-dessus. L'autre chose que j'aimerais parler, c'est un peu du mythe. Tu vas peut-être en parler tantôt, mais tu sais, on dit toujours je veux partir en affaires parce que je veux être en contrôle de mon affaire. Moi, je suis un peu control freak moi-même. Puis quand j'ai géré beaucoup d'OBNL, d'entreprises d'économie sociale, puis j'ai été vraiment choyée d'avoir des membres de conseil d'administration qui m'aident à prendre les bonnes décisions. Mais je peux vous dire que je me sens complètement responsable comme directrice ou présidente à l'occasion de ces organisations-là. Fait que comme je rejoins ma fibre entrepreneuriale, puis en même temps, je vais chercher tout le volet de mon goût de l'impact social que j'ai, puis le goût de collaborer avec d'autres mondes pour faire ça. Alors, je voulais juste souligner cet élément-là, parce que des fois, on stresse avec ça, puis c'est peut-être pas si grave, en fait. Alors, je m'excuse. Non, non, non. Puis justement, si on revient à la question, la différence entre
Une entreprise d'économie sociale puis une entreprise privée, ça se situerait à quel niveau? Ben, je sais pas si tu veux-tu, Nada, tu veux-tu intervenir là-dessus en premier? Oui, avec plaisir. Alors, en fait, bon, c'est sûr que les entreprises d'économie sociale sont des entreprises qui sont démocratiques, indépendantes de l'État, où tous les membres ont le même poids dans l'entreprise, peu importe un membre avec un individu versus une entreprise qui est membre, on a vraiment tous le même poids dans l'entreprise. Les décisions se prennent à la majorité des voix. Dans une société par action, une entreprise privée en général, soit on est le seul qui prend les décisions, qui les assume aussi si on est travailleur autonome, entreprise individuelle, versus si on est dans une société par action où c'est vraiment le capital qui détermine le poids que l'on a dans l'entreprise. Alors, c'est vraiment la grande différence entre les deux. Donc, c'est vraiment le processus démocratique et le poids des membres dans l'entreprise ou des actionnaires dans l'autre cas. Aussi, les entreprises d'économie sociale en général, là, elles sont vraiment ancrées dans leur milieu, dans leur territoire. Elles existent pour répondre aux besoins de leurs membres ou de leur communauté ou de leur territoire. Donc, elles sont vraiment impliquées. Oui, une entreprise privée, elle peut avoir aussi un impact social, mais c'est pas du tout sa propriété est privée. Donc, une personne, un individu, s'il détient l'entreprise, il peut faire ce qu'il veut. Il peut la dissoudre, il peut, dans une entreprise d'économie sociale, donc il y a un conseil d'administration qui prend un certain nombre de décisions. On peut pas faire ce qu'on veut avec les surplus de l'organisation. Donc, il y a des règles au niveau de la répartition. Il faut que ce soit équitable s'il y a lieu, où on réinvestit dans la communauté. Alors que dans une entreprise privée, ben, effectivement, l'actionnaire va avoir participé avoir la totalité des dividendes ou encore réinvestir s'il souhaite développer des services, mais il n'y a pas d'appropriation collective. C'est vraiment une propriété qui est privée. Mais les deux, c'est des entreprises, c'est des personnes morales, donc elles sont vraiment distinctes de leurs membres. Et ça, c'est super important parce que la responsabilité est limitée à ce qu'on met dedans, à ce qu'on investit, par exemple, dans une... Peut-être l'autre chose qu'on peut dire aussi, qu'il y a une grosse différence, mais c'est que dans le fond, quand tu pars une entreprise privée, tu dois mettre ta propre argent dans l'entreprise. Fait que tu prends tout le risque toi-même avec tes sous à toi, puis tes garanties à toi que tu donnes. Puis c'est normal qu'après, lorsque tu fais des sous, ben, tu puisses récolter un peu le fruit de l'investissement que tu as fait. Dans le cas de l'entreprise d'économie sociale, c'est le milieu qui t'aide. C'est pas ton argent personnel que tu vas aller chercher, c'est des subventions qui sont mises de l'avant par le réseau de l'économie sociale, des aides financières, des collaborations. Des fois, ça va être des contributions de membres. Là. Les gens vont, je pense, dans les coop, Nada peut en parler, les gens peuvent mettre de l'actif, mais tu vas pas récolter 300 fois ton investissement. Mais par contre, ça fait en sorte que le risque est plus collectif, en fait. Puis le temps que tu mets là-dedans, ben c'est vraiment, tu vas le récupérer en salaire pour toi, pour tes employés, pour le monde qui travaille avec toi. Donc, puis il y a tout un réseau de financement de l'économie sociale qui est présent. Je vous donne un exemple. Tu sais, dans le fond, quand tu pars une entreprise comme la ferme Jeunes au travail, par exemple, à Laval, c'est une entreprise d'économie sociale. Leur objectif, c'est d'aider les jeunes à se former pour aller travailler dans différents secteurs pour être prêts à l'emploi. Fait que dans le fond, tu as des gens qui travaillent là, qui aident les jeunes à comprendre comment travailler, à savoir comment ça fonctionne. Mais le travail qu'ils font, la partie économie sociale, c'est ils ont des produits de la ferme, une ferme bio. Ils travaillent la terre, ils aident les gens à comprendre comment on travaille la terre. De plus en plus de jeunes veulent s'impliquer dans l'agriculture urbaine et périurbaine. Ils travaillent le bois aussi, comment on peut travailler le bois pour créer des meubles, des choses, mais dans un esprit d'économie sociale et de développement durable. Puis ils ont des services traiteurs aussi, d'offrir des produits, tu sais, une cuisine, puis des services. Fait que dans le fond, tout ça fait en sorte qu'il y a beaucoup de partenaires publics, c'est-à-dire des gens qui vont offrir de l'aide financière pour qu'ils puissent faire plus de ça. Et donc, c'est pas l'argent investi par des actionnaires, mais par
le réseau ou le système. Fait que je sais pas si c'est clair ce que Oui, j'explique. oui. Absolument. Puis, comme tantôt tu l'as mentionné, Louise, tu sais, par rapport à l'OBNL ou la coop, que si en cours de route, on veut changer d'idée ou pour X raison, on n'a pas choisi la bonne formule, je pense que si on démarre aussi une entreprise plus traditionnelle, genre une incorporation, bien, il y a possibilité aussi de transférer l'entreprise en un OBNL ou une coopérative, là. C'est pas coulé dans le béton, là. C'est sûr que oui, il y a certaines technicalités, puis de la paperasse à compléter, etc., mais il y a possibilité aussi, là. Oui, tout à fait. Il y a un processus qu'on appelle de continuation qui existe dans la mesure où l'entreprise est soit une société par action de juridiction provinciale donc il peut être effectivement ou bien continuer en coopérative ou bien en organisme non lucratif. Donc c'est prévu déjà dans la loi ce processus-là. OK. Bien, ça fait déjà, ça termine déjà notre balado, hein. Je pense qu'on aurait pu en parler encore davantage. En conclusion, ce que je pourrais dire aux gens qui sont intéressés par l'économie sociale, soit l'OBNL ou la coopérative, ben, je pense que l'important, c'est justement de contacter vos organisations, parler du projet, puis en cours de route, là, prendre pour s'aider à prendre la bonne décision là, de rencontrer les membres de vos organisations pour faire un choix éclairé. Je pense que c'est ce qu'on peut retenir là, de notre discussion d'aujourd'hui. On est maintenant rendu à la deuxième partie de notre balado. On va aborder les thèmes de l'entreprise individuelle, la société en nom collectif et la société par action. J'ai avec moi Maître Chanel Alpin, d'Alpin Gauthier, notaire, qui a accepté de vous présenter brièvement ces formes juridiques-là. Alors, bonjour Maître Alpin. Salut Karine. Moi, c'est ça, on est Alpin Gauthier, avocat et notaire, parce que dis-toi qu'on était avocat depuis 1978, on est un cabinet d'avocats, et depuis moins de 10 ans, on a aussi des notaires, donc on est vraiment les deux. Ça me fait plaisir d'être ici avec toi, Karine, aujourd'hui, puis d'être invitée pour parler des véhicules juridiques. En fait, oui, tu as raison, l'entreprise individuelle, la société en nom collectif et les sociétés par action sont les véhicules juridiques les plus fréquemment utilisés. Puis, moi, j'ai la chance, avec mon équipe, de conseiller les entrepreneurs qui désirent se lancer en affaires sur une base quotidienne. Alors, je vais peut-être partager certains éléments que tu vas trouver intéressants. Ben, c'est excellent, c'est ce qu'on souhaite dans ce balado-là. Alors, pourriez-vous nous parler tout d'abord là, de l'entreprise individuelle puis du travailleur autonome? Certainement. L'entreprise individuelle, c'est un véhicule qui est intéressant pour quelqu'un qui désire se lancer en affaires seul. Ça le dit, c'est individuel ou travailleur autonome. Donc, c'est pas un véhicule juridique qu'on considère quand on veut se lancer en affaires avec un autre partenaire. C'est quelque chose qui est très simple, c'est le plus simple et le moins coûteux à mettre sur pied. Même si l'entreprise a le nom de son propriétaire, si le nom de l'entreprise individuelle, c'est le nom de son propriétaire, c'est encore plus simple, même pas besoin de respecter tout ce qui est exigence au niveau de la loi sur la publicité légale, vu que le nom est le nom du propriétaire. Donc, c'est une forme qui va être intéressante pour quelqu'un qui se lance en affaires, première aventure, quelqu'un peut-être avec un budget un petit peu plus restreint. Voilà, c'est quelqu'un qui peut aussi peut-être se dire qu'éventuellement, il va aller vers une société par action. Donc, il faut pas penser que parce qu'on se lance en affaires avec une entreprise individuelle, qu'on est pris avec ça. Si jamais, à un moment donné, on veut rester seul, mais bénéficier d'avantages fiscaux plus intéressants, on pourrait à ce moment-là décider de passer à la société par action. Donc, c'est un véhicule qui est simple à mettre en place, moins coûteux, qui n'a pas tous les avantages que d'autres véhicules pourraient avoir au niveau protection et fiscalité, mais c'est quelque chose qui peut être très pratique quand on se lance en affaires. Intéressant. Puis, en ce qui concerne la société en nom collectif, qu'est-ce que vous pourriez nous dire par rapport à cette forme juridique-là? Oui, la société en nom collectif, c'est quelque chose qu'on va uniquement considérer si on est plus d'un partenaire. Donc, ça, c'est quelque chose qu'il ne faut même pas essayer de sous-peser les avantages et désavantages si on est seul. C'est un mode qui était traditionnellement
privilégié par les professionnels. Donc, je vais prendre l'exemple des avocats, par exemple. Il y avait beaucoup d'avocats. Il y a encore beaucoup d'avocats en société en non collectif parce que notre ordre professionnel ne nous permettait pas de nous incorporer, donc d'être dans une société par action. Donc, la société en non collectif, c'est des associés qu'on va appeler, c'est pas des actionnaires, qui se mettent ensemble et qui décident de joindre leurs efforts dans un but commun qui est de faire rouler l'entreprise. Donc, ils peuvent avoir un contrat écrit d'associés ou ils sont pas obligés d'avoir un contrat. Il y a quand même des règles qui s'imposent et qui s'appliquent et qui se retrouvent dans notre Code civil du Québec. Alors, voilà, c'est un mode qui est intéressant, qui est pas trop coûteux à mettre en place et qui accorde une certaine protection, bien qu'il y ait encore une protection personnelle des associés. OK. Puis si je me trompe pas, c'est important qu'il y ait quand même une entente entre les associés là, pour protéger les membres de l'entreprise ou pas? Oui, c'est ce qu'on privilégie, mais c'est pas obligatoire. Souvent, les gens vont penser que dans une société en non collectif, il faut un contrat écrit ou encore dans une société par action, il faut une convention entre actionnaires. C'est pas vrai que c'est nécessaire, mais c'est fortement encouragé. Simplement parce que dans le contrat, on peut préciser, on s'attend de quoi? On s'entend à quoi, de qui, pardon. Donc, par exemple, des fois, ce qu'on voit dans une société en non collectif, il va y avoir quelqu'un qui dit, ah, ben moi, je veux vraiment juste investir. Moi, là, je veux juste mettre l'argent pour payer le loyer, par exemple. Une autre personne pourrait dire, ben moi, je veux travailler. Je veux vraiment mettre mes heures, mon temps, je veux travailler dans l'entreprise. Quelqu'un pourrait dire, moi, je veux juste mettre mes connaissances. Je veux être plus stratégique. Je veux aider au bon fonctionnement, mais plus haut niveau. Donc, ça dépend qui fait quoi. Puis ça, on le met par écrit le plus rapidement possible au début de la relation. Je pense qu'on réduit les irritants. Donc, c'est pas obligatoire, fortement recommandé. Parfait. Puis en ce qui concerne la société par action, la compagnie? Oui, la société par action, effectivement, c'est fréquemment appelé compagnie. La société par action, c'est un véhicule qu'on pourrait dire qui est très efficace et souvent recommandé pour les gens qui se lancent en affaires. Il y a une petite barrière à l'entrée additionnelle dans le sens que c'est un petit peu plus de sous mettre sur pied sa société par action et l'entretenir avec son livre de minutes et les exigences au niveau comptable tous les ans. Mais moi, je suis de celles qui pensent que ça vaut la peine. Dans le sens que il y a des protections additionnelles juste au niveau de l'entité juridique distincte. Je vous donne un exemple. Disons que je veux partir mon salon de coiffure. Et je désire, j'ai trouvé un emplacement incroyable et je veux signer un bail. Si je réussis à signer le bail au nom de ma société par action, qui est vraiment une entité distincte, si jamais j'ai un pépin ou quoi que ce soit, ça ne revient pas à moi personnellement avec mes actifs personnels. C'est vraiment distinct. Ça, même si on prévoit pas avoir de problème, hein, quand on se lance en affaires, on veut tout le temps que ça aille bien. Moi, je préfère conseiller les gens de faire les choses pour éviter d'être dans l'eau chaude plus tard, même si on prévoit pas avoir de problème. Donc, la société par action, c'est ça. Puis au niveau fiscal aussi, il y a des choses, des avantages plus intéressants lorsqu'on est dans une société par action. Donc, je pense que c'est quelque chose qui est plus coûteux, mais qui vaut la peine de mettre en place. Puis, est-ce qu'il y a des obligations par rapport à cette forme juridique-là? Par rapport à la loi? Oui, certainement, au niveau de la tenue du livre de minutes, par exemple. Oui, c'est un petit peu plus exigeant. Puis là, on a le conseil d'administration, les administrateurs, puis on a les actionnaires. Souvent, c'est quelqu'un de tout seul qui aurait pu être en entreprise individuelle. Alors, il y a moyen il y a des choix qu'on peut faire au niveau corporatif pour que ça soit un processus accéléré au niveau des différentes assemblées qu'il faudrait normalement avoir annuellement lorsque c'est quelqu'un qui est tout seul.
OK. Puis comme on l'a dit tantôt, puis même dans la première partie, il y a toujours possibilité, si on choisit un choix Mhm. d'un type d'entreprise, de changer parce que l'entreprise évolue, parce qu'on veut des associés ou parce qu'on veut des membres, là. Il y a possibilité, on l'a dit dans la première partie, Oui. de partir avec une société par action puis devenir une coopérative. Tout à Bon, fait, c'est tout à fait. Il faut juste s'entourer des bonnes personnes qui vont faire une structure avec des étapes qui vont nous dire comment y arriver. Par exemple, de l'entreprise individuelle à la société par action, il y a une question de roulement. Il faut aller voir quelqu'un qui se connaît en fiscalité, qui va expliquer quoi faire avec les actifs qui sont détenus par le travailleur autonome, comment qu'on les envoie dans la société par action, puis aussi tout l'environnement légal des différents contrats. Lorsqu'on change de structure d'entreprise, il faut voir, attends une seconde, avec qui j'ai des ententes contractuelles, puis est-ce que je dois obtenir l'autorisation de quelqu'un? OK. Quand on fait des grands changements, des fois, il faut se poser la question, est-ce que je dois parler à mon banquier? Est-ce que je dois parler à mon propriétaire si j'ai un local que je loue? Des choses comme ça. OK. Excellent. On a parlé beaucoup de personnes qui démarrent des entreprises, des groupes qui parlent des entreprises. Bon, on doit se tenir à des formes juridiques. Par contre, il y a aussi possibilité d'acquérir une entreprise ou faire de la relève familiale qu'on appelle. Mhm. Puis, je sais que c'est l'option que vous avez pris pour la continuité de votre entreprise, en fait, la continuité de l'entreprise de vos parents. Est-ce que vous pourriez nous parler un peu de votre parcours, comment ça s'est passé? Parce que je pense que ça peut être une option aussi intéressante pour quelqu'un qui veut démarrer une entreprise puis ne sait pas par où passer, par quelle étape. Bien, des fois, d'acquérir une entreprise ou être la relève familiale, bien, ça peut être une option intéressante. Tout à fait. Puis, merci de m'inviter à en parler. C'est un sujet que j'aime beaucoup. Transfert d'entreprise, on peut le voir. Pour ceux qui sont pas nés dans une famille en affaires, c'est pas fermé à vous parce que le transfert d'entreprise, c'est de décider d'acquérir l'entreprise de quelqu'un d'autre. Donc, pour être en affaires, on peut se lancer en affaires, comme on a dit plus tôt, l'appellation start-up, où on peut acquérir une entreprise existante. L'avantage d'acquérir une entreprise existante, c'est qu'on a un historique, un passé. On sait dans quoi on s'embarque, puis on ne réinvente pas la roue. Par contre, il y a une manière de le faire pour essayer de maximiser les chances de succès. C'est-à-dire que, je donne un exemple, oui, il y a tout le volet corpo, vérification diligente, légale, fiscale, l'analyse d'une entreprise qu'on veut intégrer, acquérir. Par contre, il y a aussi le volet humain qui est souvent laissé pour compte. Par exemple, dans une entreprise, dans le service, un propriétaire qui était très actif, une équipe d'une dizaine d'employés qui était très attachée au propriétaire. Est-ce qu'il peut vraiment vendre l'entreprise à un acquéreur externe en claquant des doigts, puis en se disant que tout va continuer avec les clients, les relations avec les fournisseurs et les employés. Donc, il y a un transfert au niveau humain à bien prendre en considération. Donc, c'est ce que je dirais au niveau transfert d'entreprise. Puis moi, oui, c'est vrai, il y a une couleur familiale. Mon frère et moi, on reprend le cabinet de juristes, d'avocats, de notaires que mes parents ont mis sur pied depuis 1978. Alors, on est devenus associés, Maxime et moi. Puis, on a un plan de transfert, mais on n'entend pas dire à nos parents de s'en aller. On est dans une super belle profession où est-ce qu'on va avoir une longue gestion commune, puisque mes parents sont très, très, très pertinents tant dans leur rôle d'associé que dans leur rôle d'avocat. OK. Puis auriez-vous des conseils à donner à quelqu'un qui voudrait faire des démarches de relève familiale? Faire des démarches de relève familiale. Bien, on a une entreprise qui s'appelle Groupe La Relève en famille en affaires. OK. C'est un organisme qui vise à aider justement la relève d'entreprise familiale. Donc, quelqu'un qui se dirait, ça me tenterait de prendre la voie de la relève de l'entreprise familiale, ça pourrait être intéressant qu'il ou elle se tourne vers le groupe La Relève, groupelarelève.com, puis c'est du co-développement entre entreprises familiales, entre relèves d'entreprises familiales. Puis un conseil, ça serait de justement s'entourer de d'autres gens qui vivent cette situation, bien communiquer, puis aller chercher des bons consultants qui savent de quoi ils parlent. OK.
Bien, merci. Ça fait déjà le tour de notre balado. Je suis Merci. convaincue qu'on aurait pu discuter encore plus longuement sur les formes juridiques, puis le transfert d'entreprise qui semble vous passionner. C'est en conclusion, ce que je pourrais constater, c'est que tout dépendamment de la forme juridique qu'on choisit, je pense que c'est important de bien s'entourer, d'utiliser les services de professionnels ou d'organisations pour nous aider à faire le bon choix. Puis, même si on fait un choix qui est X au début, il y a quand même possibilité de faire évoluer l'entreprise tout au long de, de notre implication dans l'entreprise. Fait que je vous remercie beaucoup, Maître Alpin. Je vous remercie à tous d'avoir participé à ce balado-là et j'espère que vous en avez appris davantage sur le thème. Merci.